La définition pour être un aidant naturel, c'est vraiment large. Être un aidant, c'est prendre soin de quelqu'un. OK, c'est aussi large que ça. Alors, prendre soin de quelqu'un, ça peut passer par différents niveaux. Ça peut être par rapport à l'habillement, par rapport aux médicaments, se rendre, aller faire les courses avec la personne, l'aider à popoter, toutes des choses comme ça. Être un aidant naturel, ça peut se faire à temps plein, à temps partiel. Fait qu'encore là, ça varie beaucoup. On ne peut pas définir un aidant naturel type. C'est vraiment hétérogène comme portrait. En fait, l'objectif du roman, c'est de regrouper les organismes de la Montérégie. Le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay est un de ses membres. Puis l'objectif, c'est de soutenir les membres, de faciliter le partage d'expertise, parce que la Montérégie, c'est une région particulièrement étendue, si on peut le dire comme ça. Donc, les organisations sont décimées partout sur le territoire. Donc, c'est un lieu où il y a un partage d'expertise, où la personne de Châteauguay va dire « ben moi, j'ai essayé tel truc chez nous avec mes proches aidants, ça a super bien marché. » Fait que celui de Sorel va dire « oh wow, une bonne idée, je vais essayer ça chez nous. » C'est vraiment de développer une expertise de cette façon-là, partager des trucs, vraiment tout mettre en œuvre pour que le proche aidant soit mieux soutenu partout en Montérégie. En fait, si on regarde la Montérégie dans son entièreté, il y a des ressemblances un peu partout. C'est sûr qu'on l'a séparé arbitrairement en trois grands, le centre, l'est et l'ouest. Mais c'est vraiment, si on regarde, il y a du rural, il y a de l'urbain, il y a des anglophones, il y a des communautés culturelles, donc un peu partout. Donc la Montérégie, c'est un beau collage de toutes ces personnes-là. Le plus grand défi, c'est vraiment les distances d'un pôle à l'autre. D'ici aller jusqu'à Abercorn, qui est encore en Montérégie, en passant par Sorel, puis un petit crochet par Granby, par Actonville. Donc mais c'est riche. Compte tenu des distances, ça a créé une énergie, une synergie particulière, justement, compte tenu des défis qui sont les nôtres en Montérégie. En fait, le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide à la population vieillissante pour leur permettre de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Il y a différents services qui sont offerts, que ce soit les transports médicaux, l'aide à la marche. Il y a le programme PER aussi, qui est un programme automatisé pour justement s'assurer que la personne elle est en sécurité à son domicile. Puis, entre autres, il y a le programme Aux aidants naturels que moi, j'offre au Centre d'action bénévole. Moi, dans mon quotidien comme intervenante, je vais être là pour les aidants naturels. Ça va vraiment être varié aussi mon rôle. Je peux être là pour donner des formations sur différentes thématiques qui les touchent directement, que ce soit sur l'estime de soi, parce qu'on sait que ça fait partie du parcours, justement. Il y a aussi sur la culpabilité, apprendre à dire non quand on est un aidant naturel. Fait qu'il y a ces genres de formations-là, café rencontre que je donne. Aussi, on fait venir des organismes pour justement que les aidants naturels soient conscients de tout ce qui s'offre sur le territoire du Grand Châteauguay. Il y a beaucoup de rencontres individuelles, je dirais aussi, des rencontres du soutien téléphonique. Parfois, être aidant naturel, mais c'est un fardeau sur les épaules. Alors, de juste avoir quelqu'un qui est là pour nous soutenir, pour comprendre notre réalité. Puis, on se permet justement de donner des informations, des références. Souvent, quand les aidants naturels arrivent dans notre bureau, ils sont comme « ouf, enfin quelqu'un qui me comprend, enfin quelqu'un qui est là pour m'écouter. » Puis parce qu'ils ont beau en parler à leur famille, c'est pas la même chose. Fait que là, vraiment, ils sentent qu'ils peuvent nous parler en confiance puis sans jugement aussi, là. Fait que ça, c'est vraiment important pour eux. C'est sûr que des fois, les gens, par exemple, si je vais à des formations, mais je peux me présenter, moi, en tant qu'intervenante aux aidants naturels, pour justement que la population soit au courant des services qui sont offerts. Puis c'est là que je commence en disant, bon, ben moi, je suis intervenante aux aidants. Puis là, tout le monde me regarde. Comme si eux, ah, ben nous, on n'est pas aidants. Puis quand je me mets à donner la définition, ils finissent par se reconnaître. Puis ça, c'est vraiment ça. Ça, on le remarque, les aidants ne se reconnaissent pas dans la population. Pour eux, c'est normal que je vienne en aide à mon conjoint. T'sais, on s'est dit que c'était pour le meilleur et pour le pire. C'est normal que je l'aide à s'habiller dans ses tâches du quotidien. Fait que vraiment, ça, c'est quand même un travail en soi. Il y a beaucoup d'aidants sur le territoire, puis il y en a peu, justement, qui ont recours au service parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont eux-mêmes des aidants. Bien, il y a les distances, il y a l'éloignement, là. Puis le même grand défi, c'est de rejoindre les proches aidants,
qui, tantôt ça a été nommé, mais c'est super important de le redire, qui ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Il y a là un risque. Il y a un risque de ne pas se reconnaître, c'est en prenant pas conscience que le rôle que tu fais a un risque, tu ne prends pas de précautions. C'est ça l'importance des organisations sur le territoire, c'est de faire valoir aux aidants, mais ce que vous faites est super important, mais donc c'est super important de prendre soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, il n'y aura plus personne pour prendre soin de votre proche. On ne le dit pas comme ça aux proches aidants parce que c'est un peu raide, là, mais c'est le message, c'est ça. Donc, pour continuer à prendre soin de votre proche, il faut que vous preniez du temps. Il faut que vous appreniez à mettre vos limites. Demandez de l'aide. Parce que c'est sûr, on dit « Ah oui, mais si quelqu'un d'autre vient m'aider, ça ne sera pas fait de la même façon. » C'est sûr. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que ça soit fait. C'est toutes ces choses-là que les organisations comme le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay, l'intervenante va permettre de diffuser ces messages-là. Bien, en général, je vous dirais qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées au cours des dernières années, mais c'est sûr que ce n'est pas encore parfait. D'une part, il faudrait mettre beaucoup plus d'énergie à aider les aidants à se reconnaître. Puis ça, la seule façon de faire ça, c'est avec des campagnes de publicité télévisée. Ça fonctionne super bien, mais ça demande des moyens financiers assez imposants. Donc ça, c'est une façon de faire, que de sensibiliser plus de gens, notamment les employeurs. Ça, c'est une piste intéressante parce que les employeurs, souvent, si on ne leur dit pas que dans leurs entreprises, il y a probablement des proches aidants, puis que parce qu'ils sont proches aidants, ils vont faire du présentéisme ou ils vont être absents puis ils vont compter des histoires parce qu'ils n'oseront pas dire que je m'absente pour prendre soin de ma mère. Il y a des gens qui n'oseront pas. Donc, c'est vraiment de sensibiliser les employeurs. Il y a différents secteurs qui sont à travailler encore. On parlait tantôt de reconnaissance. Il y a une reconnaissance, mais je dirais une reconnaissance parce que c'est utile. Parce que le gouvernement, il sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec le fait qu'on prenne soin d'un proche à domicile. C'est sûr que c'est un choix parce qu'on considère que c'est ça qui est le mieux pour lui. Mais en même temps, on ne peut pas se raconter d'histoire que le gouvernement, c'est beaucoup moins dispendieux pour lui d'avoir une personne malade âgée à la maison que de l'avoir en CHSLD ou en ressources intermédiaires ou peu importe où. Il y a des coûts économiques, mais il y a des coûts sociaux aussi. Donc, si les organisations prennent soin des aidants, bien, les aidants eux-mêmes ne tomberont pas malades. Donc, tout ça est intimement lié. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des sous, parce que souvent, les aidants vont réclamer d'avoir un salaire. Ça, c'est un grand débat parce qu'il y a différentes pensées qui s'opposent. Il y a la notion de dire, bien, si on te donne un salaire, tu auras une obligation liée à ça. Donc, la notion de prendre soin parce que c'est mon choix, parce que j'y trouve quelque chose, j'y trouve mon compte, parce que c'est enrichissant, parce que ça me nourrit, parce que ça me donne le sens du devoir accompli ou peu importe les raisons. À ce moment-là, c'est toujours de dire, bien, si tu es payé pour le faire, on va avoir des attentes en termes de résultats. Mais si tu ne l'es pas, puis tu n'es pas soutenu, bien, tu vas sentir que ton rôle n'a pas beaucoup de valeur. Donc, c'est pas simple là, comme débat. Mais en fait, ce qu'il y a aujourd'hui pour les proches aidants, c'est des crédits d'impôt pour le maintien à domicile d'une personne âgée de 70 ans et plus. C'est vraiment tout ce qu'il y a là, à ce moment-ci, là, en termes financiers, là, pour les proches aidants. Oui, c'est sûr que le parcours, il varie beaucoup d'un aidant naturel à un autre parce qu'on est tous uniques. Mais au début, on dirait que, si je peux me permettre, on a des petites lunettes roses où est-ce que tout est beau, c'est nouveau, c'est mon rôle. Tu sais, j'appréhende, je commence. Puis plus que ça avance, justement, la maladie, des fois, elle peut évoluer, puis ça fait en sorte que la personne, là, ça commence à être un fardeau pour elle. Nous, ce qu'on dit souvent au Centre d'action bénévole, c'est qu'on veut avoir les personnes en prévention. Fait qu'on veut qu'ils soient dans notre bureau le plus tôt possible pour donner des formations justement pour aller prévenir cet épuisement-là. Fait qu'on va déjà aborder des thématiques pour que la personne elle puisse réaliser
Puis après ça, quand elle va arriver dans son entourage, puis qu'il va arriver X, Y situation, bien, elle va savoir comment y faire face. Je dirais que par rapport à ça, c'est pas mal des choix que les aidants naturels font. Je pense que tout part de la motivation, fait qu'à la base, la personne, elle se dit « bon, ben moi, je le fais pourquoi? » Puis à chaque moment dans le parcours, elle doit se reposer la question pour voir si ses motifs sont encore valables. Tu sais, à un moment donné, la maladie peut devenir tellement grande. Des fois, le travail peut augmenter aussi. La famille aidait au début, là, elle aide plus. Alors tout ça, il faut tout le temps se remettre en question par rapport à ça. Puis à un moment donné, bien, on peut se rendre compte qu'on a des besoins, mais qu'on n'est pas capable de les combler. Puis des fois, il faut se tourner justement vers l'hébergement. Puis ça, c'est une étape qui est vraiment difficile pour les aidants naturels. C'est un moment qui est vraiment empreint d'émotions parce qu'on se sent un petit peu dépourvu justement de se dire « mais là, ça vient un petit peu contre mes valeurs, cette personne-là a pris soin de moi ». Fait que oui, c'est déchirant d'être un aidant naturel. Bien, en fait, un des avantages qu'on a eu quand on est devenu un appui pour les proches aidants d'aînés, c'est d'avoir du financement pour donner des sous pour développer des projets. Un des aspects des projets, c'est vraiment de rendre les services proches des communautés. Fait qu'avec cet argent-là, par exemple, le CAB ici peut aller dire, bien, je vais aller donner mes ateliers de prévention de l'épuisement dans la municipalité à côté pour que le proche aidant de ce coin-là ait aussi accès. Donc, il y a cet aspect-là d'une préoccupation de rendre les services de proximité, puis de les rendre aussi de façon accessible, que le proche aidant, si c'est le mardi après-midi, lui qui a besoin d'un soutien, bien, on va tout faire pour que ce soit le mardi après-midi qu'il l'ait. Puis s'il a besoin de répit pour venir, bien, on va tout faire pour lui offrir du répit pour lui permettre de participer aux activités. Donc, tout ça fait en sorte que le proche aidant va être encore mieux soutenu. Puis je dirais sur le territoire ici, on évalue à peu près à 30 000 proches aidants d'aînés. Il y en a 150 000 en Montérégie, puis ici, ça vire autour du 30 000. Le territoire, en fait, couvert par TVSO. OK. Fait que dans le fond de Rigaud... Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est une trentaine de mille. Donc, c'est un peu plus... C'est le tiers de la Montérégie, grosso modo. Parce qu'en Montérégie, on avait la chance d'avoir quand même une trentaine d'organismes de soutien proche aidants d'aînés, ce qui est unique au Québec, en fait. Il y a juste ici qui avait cette couverture-là. Partout en Montérégie, il y a 1, 2, des fois 3 organismes qui desservent les proches aidants d'aînés. Fait qu'on avait déjà cette base-là, avec une espèce de panier commun de services. Mais là, avec les sous qui sont arrivés, on peut développer davantage, améliorer, en donner plus, jumeler ça avec des heures de répit, faire un petit peu vraiment y aller à l'écoute du besoin de l'aidant. Dire, bien moi, ça, c'est pas tout à fait ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin? On va le développer. Ça donne cette latitude-là qu'on n'avait pas avant, parce que le financement des organismes communautaires, on sait ce que c'est. Ça fait bien des années qu'il n'y a pas eu de rehaussement à ce niveau-là. Donc, ça permettait de développer des choses intéressantes. Présentement, sur le territoire du Grand Châteauguay, il y a peu d'organismes qui viennent en aide aux aidants naturels. Bien sûr, il y a ici, comme je suis intervenante aux aidants, il y a le CLSC aussi qui offre des services par rapport aux soins à domicile. Sinon, il y a Coup de pouce des moissons aussi. Il y a un nouveau service qui est offert aux individus où est-ce qu'ils permettent justement un répit pour l'aidant naturel. Sinon, il y a la Société Alzheimer aussi qui offre du répit la fin de semaine, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y a des choses qui se font, mais je dirais que c'est encore en processus. Puis souvent, c'est qu'on parle avec un aidant naturel, il se présente à un café-rencontre comme ça. Puis là, c'est du bouche à oreille, il va en parler avec un autre. Fait que ça, c'est beau à voir aussi quand on voit cet intérêt-là. Là. Bien, en fait, je dirais, sur ce sujet-là aussi, il y a différentes écoles de pensée. Il y a le répit en soi, tout seul, ça a peu de valeur. Parce qu'on se met dans la tête, mettons que je t'offre 4 heures de répit, j'arrive chez toi, c'est du répit à domicile, j'arrive chez toi, là, le chronomètre part. Tu pars en courant, tu vas à l'épicerie, tu vas chez le médecin, tu vas à la pharmacie, tu vas à la buanderie, tu vas ici, là, tu reviens chez vous en courant. Fait qu'en bout de ligne, tu arrives essoufflé, encore plus que quand tu es parti. Fait que ce type de répit-là est plus ou moins
a plus ou moins de valeur à mon avis, mais du répit qui se répète, puis qui permet aussi à l'aidant de se ressourcer, de se créer un réseau social, parce que quand la personne devient malade, les gens autour disparaissent tranquillement. Parce que c'est pas toujours intéressant d'entendre parler de maladie ou de toujours te sentir démuni. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, le réseau social disparaît tranquillement. Fait que donc, de permettre aux aidants de se recréer un nouveau réseau, d'aller changer les idées vraiment, puis tantôt c'était nommé de charger ses batteries, c'est super important. Avec ce répit permet ça, c'est intéressant. Puis le répit, c'est une espèce de gouffre sans fond. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux, surtout le répit à domicile, puis que, je dirais, actuellement, à Montérégie, les sommes investies, si depuis 2010, je vous parle de 12 millions de dollars, bien, ça prendrait 3 fois ça. Tu sais, s'il y a des listes d'attente. Il y a des gens qui ont juste un 4 heures, donc ils sont encore plus essoufflés qu'ils étaient avant, puis ça leur prendrait 8 heures, ou ça prendrait du répit différent. Dire, bien, j'ai besoin, là, puis il arrive quelque chose, il y a un accident, il y a une maladie, bien, j'ai besoin de répit là. Actuellement, on n'est pas capable de répondre à cette demande-là, mais ça serait important qu'on y arrive aussi. Parce que les aidants, c'est pas je suis aidant de 9 à 4, c'est vraiment pas ça. Fait pour être capable d'être adapté aux besoins, ça va demander de l'imagination et de la souplesse, je vous dirais. Et des sous. Est-ce que ce serait peut-être ça un des trucs les plus durs pour eux à vivre, le moment en fait, c'est qu'ils essaient de retarder un peu le moment de dire, bien là, je peux vraiment plus... C'est sûr que, comme je disais au début, tout est propre à chacun, mais j'aurais tendance, dans les écrits, on le voit justement que c'est vraiment un passage qui est décisif. Là. C'est vraiment... Les gens prennent beaucoup de temps à y penser, puis c'est surtout ça. C'est vraiment d'être conscient, de voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous, de voir que, tu sais, il y a des côtés plus privés, plus publics. Après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut justement pour notre aidé. Puis on reste aidant naturel malgré tout, même si la personne est en placement. Tu sais, si moi, par exemple, je place mon conjoint, puis je vais quand même continuer de le voir, je vais le sortir un petit peu, bien, mon rôle d'aidant est encore là. C'est sûr qu'il est différent, c'est sûr qu'il va se modifier, mais je vais rester quand même une aidante naturelle. Oui, c'est ça. Souvent, on pense vraiment être aidant naturel, c'est comme... c'est le gros package, mais en soi, oui, ça peut se faire dans les petits gestes du quotidien. Ça peut être... c'est vraiment comme une personne référence. Tu sais, moi, ma mère, elle vient en aide à ma grand-mère. Elle va à ses rendez-vous médicaux. Mais sinon, ma grand-mère est encore autonome. Fait qu'elle, elle peut prendre ses médicaments sans problème, faire sa petite routine, ses repas, là. Bien, en fait, dans la région, il y a des organisations, il y en a plusieurs qui ont reçu des sous pour financer dont on a financé des projets. Il y a des activités de répit qui sont financées. Il y a beaucoup d'activités en termes de sensibilisation, promotion, pour sortir dans les milieux, pour faire connaître les services d'une part, puis les proches aidants eux-mêmes, pour faire le portrait du proche aidant. Si je vous faisais la photo du proche aidant d'aujourd'hui, selon les statistiques qu'on a, c'est que c'est une femme de 45 ans qui prend soin de sa mère à peu près 5 heures par semaine, mais qui a aussi une carrière, qui a une famille, puis qui fait partie de la génération sandwich. Cette femme-là, elle fait tout en lien dans la sphère, là, autant s'occuper de ses enfants, puis de sa mère, puis de sa carrière, de tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu le portrait du proche aidant, mais c'est vraiment des statistiques, là. Si je vous faisais un portrait robot, ça serait celle-là, mais ça dit aussi qu'il y a des hommes, de plus en plus, qui sont des proches aidants. Puis il y a des trucs qui se développent sur le territoire ici pour aller les rejoindre, parce que actuellement, l'offre de service n'est pas faite en fonction des hommes. Donc, ça n'a pas été conçu pour des hommes. Donc, ce qui est offert, les hommes sont plus ou moins contents de participer. Donc, il y a aussi les hommes qui vont être à considérer pour les proches aidants de demain. Donc, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Je dirais que ce coin-ci de la Montérégie est très dynamique. Il y a beaucoup d'idées novatrices. Il y a des gens engagés qui font plein de choses intéressantes, qui développent des façons innovantes de soutenir les proches aidants, ne serait-ce qu'avec des ateliers de stimulation qui jumellent l'aidant aidé pour se souvenir c'était quoi d'avoir du plaisir avec notre aidé avant que ça devienne quelqu'un dont on prend soin. Bien, ça a été aussi mon conjoint.
Ça a été aussi un parent avec qui j'ai eu des parties de cartes inoubliables où on a eu bien du fun. C'est comme toutes ces choses-là qui sont développées dans le coin ici de la Montérégie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de deuils, ce qu'on appelle les deuils blancs. C'est que la personne, elle était habituée à son quotidien. Par exemple, si elle allait faire du camping l'été, elle avait des grosses sorties, elle allait prendre des marches. Mais là, son conjoint il est moins actif à cause de la maladie. Fait qu'ils ont été obligés de vendre le motorisé. Fait que déjà ça, c'est un deuil en soi. Puis après ça, c'est de dire, ben moi, je fais le deuil, je fais plus autant d'activités qu'avant. C'est tout de voir son quotidien changer aussi. Puis des fois, c'est de voir toute la famille, comment est-ce qu'ils prennent ça aussi. Des fois, la famille ne veut plus être en contact avec la personne parce que justement, ils disent « la personne a tellement changé que je ne la reconnais plus ». Fait que c'est tellement d'être présent pour l'aider et de vivre aussi avec toutes les personnes environnantes. La pression autour. Oui, toute la pression autour. Oui, c'est difficile, puis c'est là qu'on parlait justement de culpabilité. C'est difficile à dire non. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on explique aux aidants naturels, c'est qu'il faut prendre soin de soi pour après ça prendre soin de l'autre. Et un coup que l'aidant naturel a compris ça, mais c'est vraiment une prise de conscience puis ça va lui permettre d'évoluer justement dans son rôle. Parce qu'à un moment donné, bien, je peux me permettre un petit week-end, aller me changer les idées puis revenir là, la batterie chargée où est-ce que là, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses puis être beaucoup plus fonctionnel là, sur un plus long laps de temps. La consultation qu'il y a eu, comment ça s'est orchestré, En fait, nous, on n'a pas participé comme tel parce que on a participé indirectement, mais c'est ce qui a été intéressant, qui est ressorti de toutes ces consultations-là, c'est qu'il y a un besoin qui a été identifié, c'est-à-dire que les proches aidants, d'un, qui ne se reconnaissent pas, mais ceux qui se reconnaissent, ils se disaient « oui, je suis un proche aidant », mais de le savoir, ça me donne quoi? Puis c'est où que je vais avoir des services? Fait que le premier jalon de ce qui est devenu les appuis, c'est de dire au proche aidant, bien voilà un numéro de téléphone, qui est le 1-855-8 l'appui. Si vous êtes un aidant, vous appelez là, puis peu importe où vous êtes au Québec, il y a un conseiller proche aidant qui va vous répondre, puis qui va vous dire, il va vous écouter. Il va essayer de comprendre c'est quoi votre besoin, puis il va vous dire, bien, dans votre cas, vous êtes dans telle municipalité, puis il existe tel service à proximité de chez vous. Voici, puis vous pouvez parler à telle personne, puis si vous voulez, on peut même l'appeler pour vous pour faciliter le travail, pour que vous ayez à répéter 15 fois votre histoire. Tu sais, ça fait partie de l'offre. Parfois, les aidants vont dire « c'est correct, je vais m'en occuper ». Ou dire « oui, ça me faciliterait la tâche que si vous faisiez le premier contact avec l'organisation de la communauté ». Il y a eu les consultations, il y a eu M. Chagnon qui a participé aux consultations, puis avec Mme Blais. C'est là, lui, est un proche aidant. M. Chagnon, il prenait soin de son épouse, puis il était dans Vaudreuil-Soulanges. Puis il disait « je suis proche aidant, mais j'ai aucune idée où aller ». Fait que c'est de là qu'est partie l'idée d'avoir des carrefours de soutien, d'avoir un numéro de téléphone pour vraiment agir comme référencement. Puis ensuite, avec le gouvernement, il a dit, bien, ma famille, parce que c'est pas la fondation, c'est la famille, qui a dit, bien, moi, je voudrais investir 50 millions dans ça. Puis le gouvernement a dit, bien, c'est correct, on va en mettre 150. Fait que c'est 200 millions sur 10 ans, qui est vraiment pour développer des services, financer des projets, puis opérer une ligne de service info-aidant pour les proches aidants. En fait, j'aurais le souhait de dire que plus de proches aidants se reconnaissent pour que plus d'aidants aillent chercher de l'aide, parce que c'est là qui est la solution. Parce que si on ne va pas chercher d'aide, bien, il y a un risque important pour sa santé, puis éventuellement de décéder. C'est sérieusement un risque de s'épuiser. Donc, c'est important d'aller chercher de l'aide. Il y a différents endroits, il y a plein de portes. Il y a le CLSC, il y a l'organisme du coin, il y a la ligne info aidant, il y a plein d'endroits. Il n'y a aucune raison pour qu'un proche aidant se retrouve entre deux chaises. Donc, peu importe la porte, il faut la prendre. Mon souhait, ce serait ça.